Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 12 mai 2022. Ça va pas forcément mieux. On est toujours en train d'essayer d'interpréter les choses. Alors hier, on a quand même vu deux journées bien séparées entre l'Europe et les États-Unis. Toujours basé sur la perception de ces chiffres de l'inflation. Donc vous le savez, hier on avait les chiffres du CPI qui étaient attendus à 8,1% sur une année par les experts en finance. Et on a vraiment concentré notre journée là-dessus principalement. Au début de la journée, on a eu les chiffres du CPI en Allemagne qui étaient aussi un peu plus haut qu'attendu. Mais très honnêtement, ce qui se passe pour l'instant en Europe, on s'en fout. La seule chose qu'on sait, c'est que Madame Lagarde a fait un discours hier qui laisse entendre qu'au mois de juillet, elle va monter les taux. Donc ça commence déjà. On pensait que l'Europe allait monter les taux plus tôt sur l'automne, mais visiblement au mois de juillet, c'est parti, il n'y a pas trop le choix. La BCE va monter également les taux. Mais ça, ce n'était pas vraiment la préoccupation principale du marché. Ce qui était la préoccupation principale, c'était de savoir si cette inflation était en train de faire un pic ou pas. Alors on n'a pas vraiment la réponse, pour être franc. Le chiffre est sorti à 14h30 hier, c'est sorti à 8,3. Alors il faut voir deux choses très clairement. 8,3, c'est le chiffre du mois d'avril. 8,5, c'est le chiffre du mois de mars. Donc si on se base là-dessus, ça va mieux, puisque l'inflation est en train de diminuer. Un tout petit peu. Alors ça ne veut pas dire que c'est pérenne et qu'on va perdre 0,2% tous les mois, mais en tous les cas, c'est moins fort. Il n'y a pas une continuité dans la hausse. Ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième chose qui est un peu moins bonne, c'est que finalement, les experts attendaient 8,1. Donc ça, c'est une déception. Alors c'est assez rigolo parce que finalement, on sait quand même, s'il y a une chose qui est certaine dans ce métier depuis quelques mois, depuis des années, mais surtout depuis quelques mois, c'est que les experts, mis à part être faux et à côté de la plaque, ils font pas grand-chose de bon. Ces derniers mois, en tous les cas. Tout ce qu'on a pu voir, c'est les mecs qui viennent après la pluie. C'est des gars qui se gourdent 2 millions de barils par semaine. C'est des gars qui viennent nous annoncer des chiffres qui sont complètement à côté de la plaque, mais pas un tout petit peu. C'est des gars qui n'ont pas tenu compte de certains stakes, certaines participations dans certaines sociétés, comme chez Amazon et Rivian il y a quelques semaines. Bref, on a vraiment l'impression que les mecs, mis à part faire du tâtonnement, c'est tout ce qu'ils savent faire. Mais là, tout d'un coup, hier, on se disait, oui, mais quand même, ils s'attendaient à 8,1, alors que le chiffre est à 8,3, donc c'est pas une bonne nouvelle. Et là-dessus, on a mis du temps pour interpréter et pour gérer cette bonne nouvelle. Mais une fois qu'on a trouvé l'interprétation, finalement, on est reparti, comme d'habitude, à la casse. Alors c'est assez rigolo parce que finalement durant la séance, on avait l'Europe qui se comportait relativement bien, on a eu les chiffres de l'inflation qui sont sortis, tous les marchés se sont pété la figure derrière, et ensuite ça a remonté, et c'est parti en boulet de canon. L'Europe terminait en furie, on a vu le CAC plus 2,5% hier, c'est carrément l'euphorie en Europe en fin de journée, comme si tout d'un coup les Européens se disaient « c'est bon, l'inflation c'est fini, on a fait le pic, on verra plus rien derrière ». Alors pour l'instant, on n'en sait foutrement rien. Quand on regarde un petit peu les chiffres à l'intérieur des chiffres de l'inflation, on a surtout une explosion de certains secteurs, typiquement les services. On regardait par exemple les billets d'avion qui ont littéralement explosé ces dernières semaines. Vous voyez le pétrole a repris 5% hier. Alors si on fait un petit détour rapidement par le pétrole, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit que la Chine était en train de déconfiner. Alors ça va mieux. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors la Chine, on sait depuis des semaines qu'ils nous confinent la moitié des grandes villes quand vous avez 2 cas de Covid qui courent dans la rue. Là, à partir de maintenant, ça a l'air d'aller mieux. Donc il y a 2 jours en arrière, on a perdu 10% sur le baril parce que la Chine était confinée. Et hier, on a repris 10% sur le baril parce que la Chine déconfinait gentiment et que c'était une bonne nouvelle. Vous voyez qu'on a quand même une vision. Là, je répète souvent dans ces vidéos du Morning Bull Live qu'on a une vision à court terme, mais là, on dépasse le court terme. Donc, on a une corrélation extrêmement proche entre finalement le prix du pétrole et les confinements en Chine ou pas. Alors, ce matin, il y a Kim Jong-un qui a annoncé qu'il confinait tout le pays parce qu'ils ont trouvé un cas de Covid. Donc du coup, je ne sais pas si ça aura une relation quelconque. Je suis pas sûr qu'en Corée du Nord, ils consomment beaucoup de pétrole pour l'instant, mais en tous les cas, le pétrole est remonté à cause de ça. Donc on est un peu dans cet environnement méga stressé. Et la question que tout le monde se pose, c'est de savoir si on a fait un pic ou pas. Ça, c'est la grande question. Les Européens ont décidé qu'hier, on a fait un pic. C'est pour ça qu'ils ont explosé durant la séance. C'est comme ça qu'on peut identifier la performance des marchés européens. Et de l'autre côté, vous avez les marchés américains qui sont fait démonter de nouveau. Le Nasdaq, -3, bam, le S&P en dessous des 4000. Techniquement, c'est pas beau. On n'est pas encore en bear market, parce qu'on est à moins 18% et des poussières depuis les plus hauts historiques du S&P 500. Donc, ça n'est pas un bear market.
Psychologiquement, on est bien dedans, hein, ça c'est sûr, on a déjà la peau, les oreilles, il n'y a pas de problème, les poils, tout ce qu'on veut, mais on est vraiment dedans le bear market pour l'instant, donc le S&P est dedans, le Nasdaq est à fond dedans, il n'y a pas de souci, donc ça va suivre et on est vraiment dans ce côté négatif des choses. Donc les Américains pensent que c'est un pic, mais c'est beaucoup trop haut, et que ça reste un sacré problème, et qu'on ne sait jamais, hein, il suffit que le pétrole prenne encore 20% dans 2 semaines, et puis vous verrez que les chiffres de l'inflation du mois prochain, ils ne seront pas à 8,3, mais plutôt à 8,7. Et du coup, on dira, il n'y a plus de pic, et là c'est l'Europe qui va se péter la figure. Bref, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que pour l'instant, on a quand même la plupart des indices mondiaux qui sont dans des tendances baissières. Si vous regardez tout simplement en Europe, vous avez le CAC 40 qui s'affiche devant vous. Si on regarde le graphique du CAC 40 en ce moment, la tendance elle est clairement baissière. Alors oui, on a rebondi de 2%, mais on est loin pour l'instant de retaper les plus hauts historiques. C'est la même chose sur le DAX. Et puis si on va voir les graphiques américains, on voit que le S&P 500 est clairement dans sa tendance descendante, que le Nasdaq y est revenu également. Donc voilà, pour l'instant, on est vraiment dans un marché assez déprimant, dépressif et déprimé. Et donc pour l'instant, on ne fait que de vivre et de naviguer avec ces histoires d'inflation et de comment est-ce qu'on va les interpréter. Ce qui est assez rigolo à observer en fait aujourd'hui, c'est qu'on dans ce genre de conditions-là, vous avez là aussi beaucoup de personnes, beaucoup de gourous qui débarquent et qui viennent nous dire « Ouh, alors là, de toute façon, c'est la fin du monde ». La problématique qu'on a maintenant, il faut bien comprendre que c'est la récession. Récession hors notre récession. La grande question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est qu'avec tout ce qu'on voit arriver, les taux qui montent, l'inflation qui explose, le fait qu'on va devoir ralentir l'économie qui va avoir des conséquences là-dessus, donc risque de récession majeure. Tout le monde est en train de dire qu'on ne va pas y couper cette fois. Je rappelle encore une fois que quand le pétrole est en dessus de $100, c'est un risque élevé de récession. Et là, ça fait un moment qu'on est au-dessus de $100, mine de rien. Donc du coup, il y a ça plus ça, fait qu'effectivement, la récession arrive à nos portes. Et les experts, encore eux, donc c'est un peu leur journée en ce moment, les experts estiment que si on regarde un petit peu les chiffres que l'on a maintenant, on n'a pas du tout pricé la récession dans les marchés. On a beaucoup baissé, soit, mais on n'a pas pricé la récession dans les marchés. On a corrigé les excès sur certaines valeurs. Salutations amicales à la performance de Madame Katie Wood, mais globalement on a corrigé ce genre d'excès complètement délirant, mais on n'a pas encore intégré la récession. Et si on l'intègre, selon les experts toujours, on est encore loin des plus bas. Hein. La récession, le marché intégré de la récession, ce serait entre 3000 et 3500 sur le S&P 500, à savoir pour les plus optimistes 10-12% plus bas et pour les pessimistes 25% plus bas. Voilà, en gros c'est ce qu'on attend et c'est ce qu'on a peur pour l'instant. Alors la bonne nouvelle c'est qu'en général quand tout le monde s'attend à que ça parte en sucette, ça part pas en sucette, mais pour l'instant on a quand même beaucoup de doutes, il y a beaucoup de choses qui vont pas bien et on est inquiet entre autres par le fait qu'aujourd'hui quand on regarde les positions des gens, donc les retail investors qui sont venus dans le marché sur la fin du cycle, dans le début de l'année 2021, ceux-ci commencent à perdre de l'argent maintenant. Ceux-ci sont toujours en période de buy the dip, donc d'acheter sur faiblesse, alors que tout le monde dans les pros, en guillemets, sont en train de rentrer dans la tendance de il faut vendre sur force. Et donc, en général, c'est jamais les plus petits qui gagnent, malheureusement, dans ce genre d'histoire. Donc, il faut quand même pas oublier qu'il y a ce genre de fait qui est extrêmement dangereux. Si on regarde le nombre de cash, le volume de cash qui est rentré dans les marchés depuis 2021, aujourd'hui, on a à peine 10% qui est ressorti. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de cash, beaucoup de gens qui sont investis dans le marché et qui peuvent encore paniquer et qui peuvent encore avoir très peur, d'où ce risque d'interpréter l'arrivée d'une récession et de voir une panic selling nous emmener encore 20 ou 25% plus bas. Mais ça, c'est que de la musique d'avenir, mais c'est vrai que de toute façon, dans ce genre d'environnement de marché à moitié pourri, pour pas dire complètement pourri, on a beaucoup de gens, beaucoup de gourous qui sortent dans la rue pour dire « Ouh, cette fois, le crash est parmi nous ». Donc ça, c'est toujours une bonne idée, parce que ça coûte rien. Si moi je vous fais le coup demain, c'est bon, on va tous mourir. Si j'ai raison, on dira que j'étais un visionnaire. Si j'ai tort, tout le monde aura oublié la semaine prochaine. Donc c'est un grand classique pour l'instant, mais c'est ce qu'on est en train de vivre vraiment dans les marchés et c'est difficile. Après, quand on regarde finalement ce qui est en train de se passer dans les marchés en général, si vous regardez certains titres qui se font littéralement massacrer, on parlait hier de Coinbase, on peut en reparler de nouveau, ils ont perdu 26% hier. Durant la baisse de Coinbase, vous avez quand même le patron qui doit venir à la télé pour dire mais attendez, il n'y a pas de risque de faillite, tout va bien. De l'autre côté, il a quand même aussi dit que si jamais il devait partir en faillite, ils utiliseraient l'argent des comptes qui étaient chez eux pour aller pour solder les comptes en guillemets. Donc ce qui veut dire que si vous avez de l'argent planqué chez Coinbase, c'est pas forcément une bonne idée si on interprète ces choses-là. Mais bon, ça c'est une autre discussion. Mais en tout cas, pour l'instant, les commentaires de Coinbase sont peu rassurants puisqu'on se dit quand même qu'on a une boîte qui est venue en IPO il y a moins d'une année en nous disant « Ouh, ça c'est le Saint Graal, c'est formidable, c'est extraordinaire ». Ça a perdu 87-88% de sa valeur. Et puis aujourd'hui, on vient nous dire « Non, mais rassurez-vous, on n'est pas à risque de faillite ».
Vous avez de nouveau MicroStrategy qui a perdu 25% hier avec le Bitcoin qui se faisait nettoyer, qui repasse en dessous des 30 000, avec pas mal d'autres crypto-monnaies type le Doge, le shitcoin, enfin tous les shitcoins de série se sont fait massacrer dans la foulée de ces chutes vertigineuses sur le Terra. Le stablecoin par rapport au dollar qui s'est fait littéralement détruire de 90%. Donc par rapport à ça, vous avez une perte de confiance dans le secteur crypto. Et donc vous avez des boîtes comme Coinbase qui s'ouvrent et des boîtes comme MicroStrategy qui sont en train de se faire aligner. MicroStrategy, ce qui est super intéressant, c'est que le CEO a répété hier que lui, jamais il vendrait ses bitcoins. Le seul truc que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, une partie des bitcoins qu'il a dans la société, qu'il a intégré, puisqu'en fait, 100% du business plan de MicroStrategy, c'est d'acheter des bitcoins. 100% des bitcoins qu'il a dedans ne sont pas achetés cash, un pour un. En gros, une partie sont achetées en marge. C'est-à-dire que si ça descend au-dessous d'un certain niveau, eh bien, il va devoir commencer à liquider pour compenser la marge qu'il risque de perdre. Résultat, à 21 000 $, il va devoir vendre. Donc ça va encore aider. Alors, on n'est pas encore à 21 000 $, mais enfin, la vitesse où ça baisse, on ne sait jamais ce qui peut arriver sur ce genre de choses. Donc on sent une perte de confiance massive dans les marchés. On a vu aussi sur d'autres secteurs des mauvaises nouvelles qui sont sanctionnées de manière assez violente. On a eu le cas de Moderna hier, le CEO qui est arrivé lundi, le nouveau CEO s'est fait virer mercredi soir parce qu'apparemment il a laissé des ardoises dans la boîte où il était avant, donc le titre perdait 7% juste sur la nouvelle. Ça fait quand même bobo parce que ça change pas grand chose au business plan de la boîte, mais voilà, l'arrivée et le départ d'un CEO, c'est jamais une bonne nouvelle, d'un CFO, pardon, c'est jamais une bonne nouvelle. Donc derrière, le titre faisait massacrer. Vous avez Beyond Meat qui a raté ses chiffres, la viande synthétique, elle s'est fait massacrer. Hier, on a eu Peloton, on a eu Palantir. Enfin, toutes les techs qu'on aimait beaucoup ces derniers mois sont en train de se faire détruire. On peut aussi parler des chiffres de Rivian hier soir. Les Rivian, ils ont publié des chiffres. Ils sont en perte, mais ils ont 17 milliards de cash, mais ils sont en perte. Ils ont annoncé qu'ils ont fabriqué 2500 bagnoles plus ou moins sur le premier trimestre et qu'ils sont confiants sur le fait qu'ils vont fabriquer 25 000 sur l'année. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire, mais j'imagine qu'ils ont prévu d'augmenter le rythme de production, parce que s'ils gardent le même rythme de production, 4 fois 2500, ça fait 10 000. Donc il va manquer un bout pour arriver aux 25 000 voitures. Il va falloir accélérer un tout petit peu sur ces prochains mois. Mais par contre, ce qui était assez intéressant, c'est que le management était super confiant sur l'avenir de Rivian, mais vraiment super confiant. C'est probablement un des discours les plus bullish qu'on ait entendu ces dernières semaines durant la période des résultats. Le marché saluait la nouvelle avec un rebond massif de 5%. Sachant que Rivian a perdu quand même 85% depuis 6 mois, eh bien, ça compense un tout petit peu et ça pense un peu les cicatrices, mais néanmoins, on voit quand même que les sanctions sont terribles dans ce marché et que pour l'instant, personne n'a vraiment envie de revenir dedans. Il y a aussi une nouvelle qui est assez symptomatique, c'est que, eh bien, hier, pour la première fois depuis un bon moment, Apple n'est plus la plus grosse capitalisation du monde. En effet, hier, Apple, à force de baisser, qui a perdu 5% hier sans aucune raison whatsoever, eh bien, Apple est devenue la deuxième plus grosse capitalisation mondiale et la première, c'est Saudi Aramco, puisque forcément, le pétrole y monte. Donc, tant que ça monte, eh bien, ça rigole du côté des pétrolières, on l'a vu sur les autres, mais en tout cas, Saudi Aramco est la plus grosse capitalisation mondiale et Apple est deuxième. Forcément, parce que plus jamais personne n'achètera d'iPhone, plus jamais personne n'achètera d'iPad, et en plus maintenant ils ont arrêté de produire les iPods, donc plus aucun intérêt sur Apple. Autant acheter une bonne vieille pétrolière qui appartient au royaume saoudien. Voilà, donc quand on regarde un petit peu les marchés, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, bien, on voit que finalement la vol n'est pas assez haute pour espérer trouver un rebond solide, parce qu'on aimerait tous voir un VIX au-dessus des 40% pour dire ouais, là quand même, il y a peut-être un truc à jouer. On se rend compte que le put-call ratio, c'est-à-dire le nombre de gens qui achètent des calls par rapport au nombre de gens qui achètent des puts, n'est pas assez haut non plus, donc les gens n'ont pas encore assez peur. On sent que finalement, les gens sont toujours en train d'essayer de choper le rebond et de dire oui, on va attraper le couteau qui tombe au bon moment, comme ça on va pouvoir jouer le rebond, mais pour l'instant, le couteau n'a pas arrêté de tomber depuis une semaine, donc est-ce qu'il faut encore le faire? À côté de ça, eh bien, on est en train d'intégrer le fait que les taux vont monter de 0,5% au mois de juin et au mois de juillet. On le savait déjà, mais il y a encore monsieur Bollard de la Fed, un des membres de la Fed, qui en a reparlé hier en disant que pour lui c'était une évidence que ça allait se produire comme ça. Bon, on le savait, mais on n'aime pas qu'on nous le redise de nouveau, donc du coup, on a aussi une pression de ce côté-là. Quand on regarde tout ça, quand on regarde les futurs ce matin qui viennent de se faire, qui sont légèrement en hausse finalement, mais par rapport à ce qu'on vient de vivre, ça ne donne pas l'impression que les mecs ont vraiment envie de rebondir. Bref, c'est pas facile du tout de croire en l'avenir pour l'instant. Un jour, ça finit toujours par remonter, on est bien d'accord. Mais là, c'est clair qu'on est dans une phase compliquée. Je pense qu'aujourd'hui, le plus important à retenir, c'est de ne pas vouloir mettre absolument les mains dans la moissonneuse-batteuse pour racheter au plus bas. On a le temps d'attendre
de voir ces marchés se stabiliser avant de commencer à dire ok, on y retourne et puis on repart faire les grandes manœuvres. La vision est extrêmement court-termiste, ça ne veut pas dire que demain on ne peut pas rebondir de 4%, mais il faut essayer de commencer à voir quand c'est qu'on va se reconstruire et qu'on va commencer à digérer tout ce qui nous a fait baisser aujourd'hui. L'inflation, la hausse des taux, le ralentissement potentiel économique, une éventuelle récession qui arrivera, une éventuelle stagflation pour les pires. Donc tout ça, il faut quand même que tout ça passe un petit peu derrière nous et qu'on puisse reconstruire avant de dire on y va, on y retourne et on peut reconstruire. On va pouvoir reconstruire. Il y a un avenir dans l'investissement, ça va redémarrer. Maintenant, c'est des phases comme ça, il faut les laisser un peu se digérer. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison de vouloir jouer les héros. Et je crois que le meilleur symbole de tout ça, c'est cette fameuse citation qui dit « Never catch a falling knife ». Pour l'instant, le couteau est toujours en train de tomber, en tout cas sur les indices américains. Les Européens nous ont fait un coup de frein hier, mais on verra comment ils vont se comporter aujourd'hui. Et il n'y a pas de raison de courir derrière. On a le temps de revenir quand il sera le moment de revenir, à mon sens. Voilà, beaucoup de choses pour rien dire aujourd'hui, mais il fallait quand même refaire le tour des marchés encore une fois. Je me répète beaucoup, je suis désolé, j'aimerais bien qu'on puisse parler de sujets un petit peu plus sexy et un petit peu plus marrants que ces problèmes inflationnistes et hausse de taux, etc. etc. Ça viendra un jour, rassurez-vous. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse, de liker cette vidéo et de revenir demain matin pour conclure cette semaine de marché qui, encore une fois, était, comment dirais-je, spectaculaire. Bonne journée à tous. Bye bye.